Bienvenue à toutes et à tous. Ce soir, on va parler d'un homme, Erwin Laszlo. C'est une femme qui va nous en parler parce qu'il devait venir faire une conférence sur Paris. Mais vu son âge très avancé, finalement, il n'est pas venu. Donc, on va déjà parler de toi, Laurence de la Baume. Baume, on peut dire que tu es journaliste et auteur. Pendant 11 ans, tu as collaboré à Arte dans des émissions Métropolis et Théma. Tes thèmes de prédilection en écriture sont la spiritualité, l'espace, le temps et Ah, la, la science, oui. la Science et conscience, oui. conscience. Ouais. Tu as écrit en 2003 Satprem, l'homme de l'espoir chez Oxus. En 2006, chez Massot, édition Va par où tu ne sais pas. En 2021, chez J'ai lu La contagion du cœur. Et là, Pardon. tu as fait la préface d'Erwin Laszlo, qui est philosophe des sciences hongrois, théoricien des systèmes et théoricien du tout, qui a écrit 83 livres, environ 400 articles. Ces livres ont été traduits en 22 langues. Il est né en 1932, donc il a pratiquement 91 ans, et son livre Science and the Akashic Field and Oui, Integral Theory of Everything propose un champ d'information comme substance primordiale du cosmos. Il a beaucoup écrit sur les champs akashiques qu'il a nommé champ A. Il explique que le vacuum quantique est l'énergie fondamentale qui transporte les informations et informe non seulement l'univers présent, mais tous les univers passés et futurs. Il parle des méta-univers. Alors toi, tu l'as rencontré dans une conférence à Paris en 2006. Il faisait une conférence avec Edgar Morin, à qui on fait un coucou. Il a 101 ans, lui, carrément. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette conférence? Tu as été subjugué, épaté. ah oui, j'étais complètement subjuguée, complètement. Alors, d'abord, parce que c'est la première fois que j'entendais quelqu'un qui nous expliquait la continuité que nous représentions en tant en tant que corps humain, la continuité avec le Big Bang. J'avais jamais entendu quelqu'un expliquer d'une manière aussi claire, avec des mots aussi simples, aussi euh, imaginatif et aussi efficace, nous expliquer que nous étions, voilà, justement, un continuum, comme disait Einstein, justement. Et il le disait d'une manière qui était tellement euh, précise qu'au fur et à mesure qu'il parlait, on avait vraiment l'impression que ces mots entraient non pas dans notre mental, c'est-à-dire dans nos habitudes de pensée, tu vois, nous n'avions pas de réflexion par rapport à ce qu'il disait, nous étions directement dans le corps, un peu comme si ces mots nous atteignaient donc directement par le corps dans les cellules. Et tout à coup, j'ai vu autour de moi, parce que j'étais avec deux amis qui étaient également là, et puis j'ai vu l'expression des gens autour, on était comme élargis par ce qu'il expliquait. Il, il, on était élargis, un peu comme si tu veux, quand tu écoutes tu es dans un concert et tu écoutes un magnifique pianiste ou violoniste, enfin peu importe l'instrument, tu peux avoir ce sentiment d'union complète intérieure avec ce qui se produit, avec les ondes de la musique, avec cette force. Cet homme, c'était, alors qu'il nous parlait de science, en fait, on était devant un concertiste exceptionnel. Et ça nous rendait tellement heureux que quand Edgar Morin a pris la parole après, on a pu voir une différence extrêmement saisissante entre cet état intérieur dans lequel Erwin nous avait mis, vraiment l'état de bonheur profond, de savoir, de comprendre ce continuum et ce que nous étions, euh, avec un état que nous connaissions avant, qui était l'état que nous avions dans les universités, quand on écoute les profs fantastiques, aussi brillants soient-ils, nous expliquer précisément, si tu veux, l'élaboration analytique habituelle. Donc, tout à coup, on était revenu dans le mental. Et c'est peut-être la première fois de ma vie que j'ai compris que les mots pouvaient, selon la manière dont ils étaient dits, euh, pouvait soit solliciter directement, si tu veux, nos habitudes de pensée, comme c'était le cas avec Edgar Morin, soit solliciter notre corps entier, comme lorsqu'il s'agit de la musique, et ça, c'était avec Erwin. Donc, c'était inoubliable.
c'était inoubliable au point que j'ai pu avoir le courage. Je me suis dit, cet homme est tellement extraordinaire, il faut absolument que j'aille le voir. J'ai foncé après cette conférence, je suis allée le voir et là, c'est encore plus inouï parce que je lui ai dit, est-ce qu'on peut faire un documentaire ensemble? Et je travaillais à ce moment-là sur Arte et il n'a pas émis l'ombre d'un doute ni d'une question. Il a immédiatement accepté comme si c'était la chose la plus naturelle du monde que je lui demandais. Et quand je lui ai demandé, je n'avais même pas la première idée de ce que j'allais mettre dans ce documentaire. Je l'ai juste appelé la marche du vivant. Comme ça, c'est venu à ce moment-là. Donc, il avait fait appel à nos intuitions, tu vois. Et voilà. C'était donc la première fois que je voyais vraiment l'importance du cœur. Parce que c'est par le cœur qu'en fait, nous captions les informations d'Ervin, alors que c'est par le mental, c'est-à-dire par ce qu'on nous avait appris, qu'on captait les informations d'Edgar Morin. C'est-à-dire, donc, il sollicitait, si tu veux, un apprentissage différent d'Edgar, ce qui ne veut pas dire, Edgar Morin parlait de la complexité croissante, et c'était passionnant aussi, tu vois, mais l'impression de bonheur, d'amplification, de vastitude, je ne sais pas comment on peut le dire, dans nos corps, c'était Erwin qui l'avait généré chez nous. Et il n'y a pas que moi qui peux dire ça, hein. J'ai d'autres exemples, enfin, il y a d'autres témoins. Oui, alors ça s'est pas fait avec Arte, c'est bien dommage, mais c'est aussi à ce moment-là que tu te dis, avec lui, peut-on se poser la question, un musicien est-il avant tout un être spirituel? Car si nous sommes des sons et des fréquences, des amas de vibrations enveloppés de couches énergétiques, de tissus atomiques et moléculaires, qui en effet mieux qu'un musicien peut parvenir à oublier son corps pour ne laisser filtrer que les notes du cosmos ou la musique de ceux qui l'ont précédé? J'en profite pour dire que si vous tapez Erwin Laszlo sur un moteur de recherche, on va vous le présenter uniquement comme philosophe des sciences hongrois, théoricien des systèmes et théoricien du tout, mais on va pas du tout parler de son côté musicien. Ça apparaît pas sur le net. Ah bon? Non, Ah non, bon. non, non. Donc voilà, on va un peu parler de sa vie, puisque ce livre-là, qui vient de publier chez Mama Édition, Erwin Laszlo, Une vie en quête de sens, il nous raconte un peu sa vie. Et donc, il nous raconte, tout à l'heure, tu as parlé d'Einstein, il nous raconte qu'il est plus ou moins quelqu'un de sa famille éloignée. Et ben, il nous raconte sa vie et il nous raconte ben, ses premiers pas et qu'il était un musicien, un Oui, prodigue. alors, ce qui est intéressant aussi dans ce qu'il raconte, en fait, c'est il a plusieurs incarnations au cours de sa vie. Et donc, il explique très bien que sa vie s'est déroulée en plusieurs étapes, en fait, si tu veux. Donc, en trois phases, on peut dire qu'il est né musicien, c'est-à-dire qu'il est né, il se passait des choses extraordinaires quand il était tout petit. À l'âge de 4 ans, il avait une mère qui était professeure de piano et quand elle commençait un morceau, lui pouvait directement terminer le morceau sans avoir jamais appris une seule note. Donc, je veux dire, il avait un accès visiblement à des mémoires qui lui permettaient de retrouver la musique de Mozart d'une manière complètement intuitive et naturelle. Tu vois, déjà ça faisait on l'a tout de suite appelé un enfant prodige du piano. Il a donné ses premiers concerts à l'âge de 6 ans. Donc très vite, c'était un enfant prodige. C'est sa première incarnation. Il avait décidé de s'incarner comme tel. Mais on peut imaginer aussi que quand on s'incarne comme un enfant prodige du piano, on s'incarne comme quelqu'un qui veut, par-dessus tout, qui est attiré comme un aimant par la beauté, par l'harmonie, par tout ce qui constitue, tout ce qui nous élève profondément. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Effectivement, tous les musiciens vous le diront, je pense, euh, on baigne dans un autre univers qui est l'univers de l'harmonie, de la beauté. Donc, il avait des ingrédients de base, je pense, qui étaient déjà là et qui ont certainement déterminé la suite, tu vois. Parce qu'après, euh, donc parce que la beauté, ça donne aussi, quand tu es tout petit, ça te donne une exigence permanente, ça crée une structure de pensée qui va t'amener naturellement vers des choses belles. Tu vas les générer, tu vas vouloir vivre dedans et autour de toi, comme nous sommes des particules et des ondes, nous vibrons les uns avec les autres. Donc plus nous sommes attirés par le beau et l'harmonie, plus nous allons la générer. Mais ce qui est intéressant aussi dans la vie d'Erwin, c'est que ça ne lui a pas suffi.
au fond, parce qu'au bout d'un certain temps, il s'est rendu compte, et en particulier à un concert qui restait une étape importante de sa vie, il s'est rendu compte que c'était très gentil tout ça, parce qu'il le baignait naturellement là-dedans, mais il fallait essayer d'expliquer ce qui se produisait, il fallait chercher d'autres ouvertures ailleurs. Et évidemment, quand il était aussi tout petit, il avait un oncle extraordinaire qui l'emmenait se promener dans les parcs de Budapest et qui lui parlait de philosophie. Donc, tu vois, qui lui parlait du sens de la vie tout petit. Et donc pour lui, je pense que le sens de la vie était déjà lié au beau et à l'harmonie avec la musique comme moyen, comme médium. Et très vite après, au cours donc d'un concert mémorable, quand il avait, je ne sais plus là, pour le coup, je crois que C'était en 62. ah voilà. Donc Ouais. il avait un certain âge à ce moment-là, enfin il était très jeune encore, mais disons au beau milieu d'un concert, euh, tout à coup, il a perdu le, le fil du morceau qu'il était en train de jouer en plein public et donc, il a tout à coup, il ne savait plus où il était, ce qu'il devait rejouer, parce il était déjà occupé par des idées philosophiques très importantes qui le distrayaient en même temps ou qui arrivaient en même temps pendant qu'il jouait. Et ces idées philosophiques, etc., ont fait qu'à un moment donné, il ne sait plus où il se trouve. Et alors, tu imagines ce que c'est que d'être en public et tout à coup, tu ne sais plus le morceau que tu dois jouer. Et là, eh bien, il lâche tout et il laisse son instinct, son intuition jouer et en fait il va involontairement ou volontairement ou inconsciemment, je ne sais pas, il va retomber sur ses pattes et il va s'apercevoir après qu'en fait eh bien le public n'a rien vu. C'est-à-dire que le public il avait en fait joué la bonne suite du mouvement. Simplement pour lui ça a été un tel choc pendant que ça se passait, tu imagines, que il s'est dit plus jamais ça. Je ne veux plus me retrouver en train de jouer un morceau et ne plus savoir où j'en suis parce que je suis obsédé par d'autres idées qui viennent à ce moment-là et qui me montrent que maintenant la priorité n'est plus la musique et le piano, c'est la philo, c'est m'interroger sur le sens de la vie. Il dit que je me trouvais sur scène face à un public distingué en plein deuxième mouvement de la sonate opus 53 de Wallstein, incapable de savoir si j'en étais à la première ou à la deuxième exécution du thème principal. Et ce thème revient à la fin du deuxième mouvement et s'enchaîne au troisième mouvement. Je risquais de répéter entièrement le deuxième mouvement ou au contraire de le supprimer complètement. Quel dilemme! Il fallait pourtant trancher. Je choisis de passer au troisième mouvement et ce devait être la bonne décision puisqu'il n'y eut ni rire ni sifflet et que personne ne se leva de son siège. Mais quand même, plus tard ce soir-là, je me dis, ça ne va pas, je ne peux pas continuer ainsi, je ne peux pas servir deux maîtres à la fois, ma quête doit primer désormais. C'est une belle phrase. Donc en 62, c'est une autre histoire. C'est la révélation un soir de jour de l'an. Euh, il se demande est-ce qu'il n'y avait pas une autre chose que de devenir le meilleur pianiste du monde. Et là, commence en 63. En 63, il commence à écrire. En 63, il sort son premier livre, un essai sur la métaphysique. Sur Oui. la métaphysique. Et donc après, il se passe un tas de choses. Il rencontre des personnes. Ça, c'est sa deuxième incarnation. Il devient on peut dire philosophe, mais plus que philosophe, scientifique aussi. Voilà, c'est ça, il est chercheur, il est très influencé en particulier par les idées de l'époque et notamment par von Bertalanffy Fly et puis Ilya Prigogine, qui a été le prix Nobel de physique. Euh, En fait, c'est successivement, les influences ont été successives, hein. Ça a été euh, Prigogine lui a expliqué par exemple l'existence de l'auto-organisation dans la nature, en fait, le processus qui conduit les systèmes ouverts au plan thermodynamique, c'est-à-dire au plan physique et chimique, vers des degrés toujours plus élevés d'organisation et de cohérence. Et du coup, il lit le monde à travers ces scientifiques qui, à l'époque, sont tous, laissent tous, sont tous imprégnés des découvertes de physique quantique, chacun dans leur domaine respectif. Et comme il a une capacité absolument exceptionnelle de mémoire, il faut
quand même savoir tout ça, parce qu'il faut retenir tout ça ensuite, une possibilité d'articulation de toutes ces mémoires et de construction de construction mentale aussi exceptionnelle. Alors, du coup, ça lui permet d'élargir son champ de compétences et de devenir lui-même philosophe des sciences. Il appelle ça théoricien des systèmes. Il appelle ça sa première réincarnation, pardon, le chercheur, ou comment il devient théoricien des systèmes. Et là, il va écrire donc ce livre absolument fascinant qui, moi, m'a percuté en 2007, mais il était publié depuis un certain temps, d'ailleurs en français, qui s'appelle Science et champs akashiques. Et ce livre est absolument phénoménal parce qu'il permet de comprendre, Erwin explique, en prenant chaque domaine scientifique, comment cette physique quantique a fertilisé le champ scientifique dont il est question. Et comment ce champ quantique rassemble tous les domaines scientifiques. Et donc, si tu veux, là, pour le coup, c'est ça qui m'a donné, pour moi, le point de départ, outre le fait que grâce à lui, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer tous ces chercheurs d'avant-garde dans des domaines différents, biologie, physique, astrophysique, puisque c'est aussi, je dirais, grâce à lui que j'ai fini par rencontrer le prix Nobel de physique George Smoot, avec lequel j'ai fini par travailler, collaborer pendant 2 ans en particulier sur les explosions de rayons gamma. Donc, tu vois un peu le saut, alors que je ne suis pas scientifique. Je veux dire que c'était extraordinaire de pouvoir, grâce à lui, comprendre la, comment dire, le saut phénoménal de compréhension qui a eu lieu avec l'apport de la physique quantique dans ces années-là. Oui, il rencontre une fameuse, enfin une guérisseuse, Maria Sagi, alors jeune Oui. chercheuse à l'Institut pour la culture. Elle venait de devenir la collaboratrice d'Éric Colbert, l'ingénieur viennois devenu guérisseur. Et là, il parle de cette nouvelle homéopathie. Il a quand même touché à beaucoup de choses, hein. Voilà, mais pas toucher seulement, il les a intégrés. C'est vraiment, c'est pas un touche-à-tout, c'est une personne qui intègre chaque fois qu'il y a cette capacité donc tout à fait prodigieuse, parce que enfin, c'est assez peu répandu de pouvoir couvrir tant de domaines, mais d'une manière extrêmement approfondie, hein. Donc, c'est pas un touche-à-tout, c'est un vrai spécialiste des questions dont il parle. Et c'est pour ça qu'il a gardé d'ailleurs avec tous ces scientifiques des liens, apparemment en tout cas très solides, puisque c'est grâce à lui que j'ai pu rencontrer des gens comme Karl Pribram, comme, ou que j'ai pu rencontrer un psychanalyste extraordinaire, un psychiatre, pardon, extraordinaire, qui est le fondateur de la respiration holotropique, qui s'appelle Stan Grof. Oui, c'est ça. Euh, je veux dire, tu vois, je veux dire, j'ai eu cette chance, toujours grâce à Erwin, de rencontrer des scientifiques d'avant-garde à une époque où ils prenaient des risques avec leurs propres domaines respectifs, tous ces gens-là, parce qu'ils disaient des choses qui n'étaient pas admises officiellement, hein, par le paradigme officiel. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses qui ne sont pas admises par la doxa actuelle, hein. Donc, il a été très, très en avance, très visionnaire. Tu fais bien de dire il y a 14 penseurs de premier plan qui livrent leur vision de notre raison d'être. C'est donc, il y a dans ce livre une préface de toi. Il y a une introduction, une préface aussi de Greg Braden, l'un de ceux qui est justement qui fait le pont, qui n'hésite pas à faire le pont entre science et, et je dirais, c'est pas le mot spiritualité qui est bon parce que c'est un mot trop galvaudé, mais science et sagesse ancienne et qui est un des hommes clés. Il y a aussi Bruce Lipton, qui est un des biologistes les plus d'avant-garde, disons, qui montre l'importance de l'épigénétique aujourd'hui et de l'importance que nos croyances ont sur notre système épigénétique, c'est-à-dire sur la faculté que nos gènes ont de s'éveiller ou de s'éteindre et de créer tel ou tel comportement. Enfin, pardon, je fais des raccourcis et j'espère que les scientifiques me pardonneront, mais je veux dire, c'est quand même tout à fait phénoménal parce que avant ces gens-là, chacun restait bien dans son domaine et surtout éviter de voir qu'il y avait quand même des points de comparaison avec d'autres domaines et que nous, en tant que corps humain, nous ne sommes pas que
de la biologie pure, ou de la physique pure, ou de la physiologie pure, ou de la psychologie pure. Nous sommes un système complet de différents états intérieurs, dont ces états-là, et il y a très très peu de gens qui se sont occupés de regarder l'ensemble de tous ces états et d'essayer de définir l'humain comme un tout holistique, tu vois. On va finir sur Erwin Laszlo, on reviendra sur les penseurs de premier plan ensuite. Donc là, on a vu sa première incarnation, puisqu'il dit qu'il se rappelle de ses incarnations passées depuis qu'il est enfant, sa première incarnation musicien, la deuxième philosophe. Chercheur. Il a fait énormément de conférences un peu partout. Il a même été travailler aux États-Unis, je crois, je ne sais plus, À l'ONU, à l'ONU. oui. Alors après, il dit que mes interventions à Princeton me valurent une invitation du groupe de réflexion international connu sur le nom de Club de Rome. Donc là, finalement, sa troisième incarnation, c'est l'activiste, c'est ce qu'il est encore. Oui, alors en fait, tout a démarré par le Club de Rome, hein. Il a été quand même, il a été pendant 7 ans membre honoraire des Nations Unies et il travaillait sur des programmes régionaux, de coopération régionaux et interrégionaux. Il était avec le soutien de il travaillait avec le soutien de Kurt Waldheim à l'époque, qui était donc secrétaire général donc à l'époque, et il a créé au sein de l'UNITAR, ce qu'on appelle enfin, ça s'appelle l'UNITAR, le programme donc de coopération régionale et interrégionale. Alors, ce qui s'est produit, c'est comme ce qui se produit en général habituellement dans ce genre d'institution. Bon, c'est que le sous-secrétaire qui à un moment donné a pris ses fonctions, a refusé de promouvoir un projet qu'il avait fait, qu'il avait supervisé, qui avait été accepté par Javier Pérez del Cuellar, qui était son prédécesseur et qui avait succédé à Kurt Waldheim au poste de secrétaire général. Donc à ce moment-là, on l'a prié de s'en aller. Et là, il a créé le club de Budapest en intégrant à des groupes de réflexion qui étaient des gens d'origine politique ou économique, des acteurs de la vie, des acteurs comme par exemple des musiciens, des artistes, des gens, il y avait à la fois un mélange de leaders charismatiques comme le Dalai Lama ou Václav Havel ou Gorbatchev. Il y avait des artistes comme Yehudi Menuhin ou Lee Woolman ou Peter Ustinov. Et toute l'idée du Club de Budapest était basée sur l'idée de progrès vers un monde meilleur, en fait, que pour créer un monde meilleur, il faut l'implication active non seulement des milieux politiques, mais d'acteurs qui sont au plus près de la société. Donc, notamment les acteurs ou les musiciens. Donc, il voulait réunir donc des gens qui pouvaient toucher à la fois l'esprit et le cœur du plus grand nombre de gens. Et aussi bien dans les sociétés développées que en cours de développement. Et c'était encore Voilà. une échille attentive de Maria Sagi et d'un éminent conseil d'administration. Elle est toujours en vie, Maria Sagi. Oui, oui, absolument. Maria Sagui est très importante aujourd'hui aussi, je dirais, dans la vie d'Erwin. C'est une personne extrêmement importante à beaucoup d'égards. D'abord, avant tout, comme scientifique elle-même, parce que elle a apporté tout à fait un nouveau regard sur la thérapie à distance. C'est quelqu'un de tout à fait extraordinaire qui peut soigner à distance et qui qui a apporté de nouvelles thérapies basées évidemment sur les connaissances quantiques. Et donc, au niveau amical aussi, avec Erwin, elle est très proche d'Erwin aussi. Et au niveau du club de Budapest, parce que je crois qu'elle a aujourd'hui un poste important. Pardon, je me demande si elle n'est pas présidente du club de Budapest Hongrie. Enfin, je ne sais plus, pardon, je vais peut-être dire une bêtise, mais elle a un rôle important en tout cas aujourd'hui au club de Budapest.
Alors, il était créé à la page 64. Il existait entre les deux clubs une différence essentielle entre le club de Rome et le club de Budapest, de vision et d'aspiration. Le club de Rome ambitionnait d'influencer la marche du monde en prenant à partie les dirigeants politiques. Le club de Budapest, lui, partait du principe que le progrès vers un monde meilleur requiert l'implication active non seulement du milieu politique, mais aussi d'acteurs au plus près de la société. Et là, il a tout compris. Et c'est le musicien aussi qui parle, hein, parce qu'il comprend que la population, elle est touchée d'abord par l'émotion, que c'est l'émotionnel qui va pouvoir, disons, impacter toutes les décisions. C'est par l'émotionnel que ça se passe. Et donc, à ce titre-là, des gens comme les musiciens ou les acteurs ont un rôle aussi important que des présidents. Parce que dans le club de Budapest, tu as aussi l'ancien président de Hongrie, Arpad Günc, tu as aussi l'ancien ministre des Affaires étrangères allemand, tu as Gorbatchev, donc tu as aussi des présidents importants de pays très importants. Et donc, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il avait compris que tous les domaines de la société, tous les domaines devaient participer, et en particulier tous les leaders charismatiques de ces domaines-là étaient des gens essentiels, des clés essentielles pour convaincre la masse, pour convaincre le grand public. Donc, tu vois, c'est pas un réseau de gens simplement comment dire, qui s'auto-congratulent d'exister entre eux. Ce sont tous des gens qui s'apportent avec leurs domaines respectifs des apports considérables qui représentent toutes les qualités humaines dont nous avons tous besoin, nous, les sociétés civiles, pour être en phase et en empathie les uns avec les autres. Donc il avait tout compris, il voulait créer cette société, un monde meilleur avec des leaders meilleurs, des leaders charismatiques. Après, on peut discuter son choix, est-ce qu'il a fait, parce que c'est toujours pareil, comme dans tout choix de tout groupe, il y a toujours à boire et à manger. Mm. Alors, je ne sais pas comment ont été choisis les 14 penseurs de premier plan qui livrent leur vision de notre raison d'être. Il y a quelqu'un qui s'appelle Alan Leslie Combs qui donne un texte d'un Patrick Rothfuss, une phrase de Patrick Rothfuss. Lorsqu'on est enfant, on pense rarement à l'avenir. C'est cette innocence qui nous autorise à nous amuser, plaisir refusé à la plupart des adultes. Le jour où l'on pense à l'avenir est celui où on abandonne l'enfance. C'est tiré du nom du vent, du nom NOM, du vent. Et donc, il y a beaucoup de choses à trouver aussi dans les 14 penseurs. Il y a une méditation sur le métaverse de Jean Houston. Oui, mais bon, ce que je trouve très intéressant dans la pensée d'Erwin, c'est toujours ce tissage de gens qui viennent de domaines complètement différents et qui vont prendre l'essentiel de ce qu'ils ont retenu de ces domaines-là pour le tisser avec les autres. Parce que c'est ça qui fait la chair, si j'ose dire. Tu vois, la chair de ce qui nous est aujourd'hui proposé dans l'espoir de ce monde nouveau que Kervin est en train d'essayer, en tout cas à contribuer à essayer de construire toute sa vie, ce monde nouveau de collaboration et de participation entre les sociétés, entre les gens, entre eux, alors sous forme d'affinité, puisque euh, alors, ces affinités, d'abord au départ, comme il le dit merveilleusement bien aussi, c'est l'enfance, c'est-à-dire garder cet esprit d'enfant que nous avons en nous, qui nous relie à notre âme, à notre cœur d'abord, puisque c'est... Là, j'ai repris ensuite beaucoup, il m'a beaucoup influencé également, parce que c'est grâce à lui que j'avais rencontré notamment le cardiologue Pim Van Lommel, qui m'avait expliqué que les ondes électromagnétiques du cœur étaient 5000 fois supérieures à celles du cerveau, et du coup, ça m'a conduit vers l'observation du cœur sous la forme d'un appareil électromagnétique que je n'aurais jamais fait sans lui. Et cette observation nous ramène à l'enfance où nos cœurs, quand nous sommes des enfants, nos cœurs vibrent en temps réel, au présent, avec notre imaginaire, avec qui nous sommes dans l'instant présent, et nous n'avons pas ces jugements et ces préjugés qui nous, comment dire, qui nous pourrissent l'existence.
et qui font que nous sommes indéfiniment, soit dans le passé, soit dans l'avenir, en voulant des choses sans comprendre que l'avenir se crée dans le présent. Donc c'est vraiment l'enfance qui est à retravailler aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est l'ouvrage sur lequel je suis en train de travailler, le 3e tome de cette recherche. Je pense qu'il faut vraiment travailler aujourd'hui sur qu'est-ce que c'est qu'un être humain qui s'incarne. Il s'incarne avec quoi, pourquoi, qu'est-ce que c'est que voilà, qu'est-ce que c'est que s'incarner aujourd'hui dans les temps qui sont les nôtres aujourd'hui, dans cette confusion, dans ces temps très, très dangereux, apparemment en tout cas, euh, parce qu'il nous est demandé de revenir à, à cette enfance. Et Erwin incarne encore aujourd'hui, à son âge, dans ses réactions, quand on le connaît bien, comme j'ai la chance de le connaître, il incarne un enfant encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut, avec lui, on a l'impression de pouvoir, je dirais, recréer quelque chose de différent à chaque seconde quand on le rencontre. Et là, il est immédiat, il a un rapport immédiat aux choses, un peu comme quand il était donc cet enfant prodige du piano. Et comme tu dis tout à fait, ces scientifiques différents aussi ont, je pense, retrouvé leur part d'enfance, chacun dans leur domaine, qu'ils soient psychologues, qu'ils soient mathématiciens, qu'ils soient astrophysiciens, physiciens, biologistes, etc. Et c'est cette enfance-là qui nous réunit. Ouais, et c'est cette enfance, Laurence Delabaume, moi, quand je vois mes petits-enfants, je veux dire, je suis émerveillée devant cette innocence qu'ils ont, Voilà. c'est-à-dire, et j'ai bien peur qu'ils la perdent avec ce qui se passe en ce moment sur l'éducation nationale. Mais donc, est-ce que tu en parleras dans ton livre? Je sais pas, on verra ça. Voilà. Mon livre, en fait, s'adresse Il faut, aux, il faut garder aux leur enfants, innocence. parents et grands-parents d'aujourd'hui. On essaye de les faire grandir et de devenir des adultes avant l'heure. Mais bon, c'est pas le thème de l'émission. On dit d'Erwin Laszlo qu'il a le courage d'aller voir au-delà des apparences. Ah, ben ça, oui. Il a le courage de s'autoriser à regarder en face les sombres conséquences de la trajectoire actuelle du monde. Je pense que c'est ce que je viens de parler à l'instant, les sombres conséquences de donc préservons nos enfants. Je serais vraiment heureuse de faire une émission avec toi sur l'enfance, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, ces enfants qu'on est en train de massacrer si on ne fait pas attention. Oui, c'est ça. Et Erwin est un bon pont vers l'enfance. C'est ça le paradoxe. Il a beau avoir 91 ans, c'est le pont. Il est un pont vers l'enfance parce il a réussi à préserver tout ça chez lui. Il affirme qu'un but sous-tend toute forme de vie sur Terre comme dans l'univers et que l'univers n'est pas arrivé par hasard. C'est vrai il croit en Dieu, Alors, enfin, en attends, Dieu. ça c'est important de comprendre ce qu'il veut dire. Euh, Erwin parle du mot information. Et ce mot information, il dit qu'il est à la base du vivant, de tout ce qui se passe dans le vivant. Et ça, c'est très important de comprendre de quoi il parle. C'est pas l'information telle qu'on la lit dans les journaux ou qu'on la voit en lisant ou voilà, ou dans nos iPads ou je ne sais où, ou celle qu'on entend à la radio ou à la télévision. Il parle d'une information qui est à l'échelle quantique, c'est-à-dire que c'est un principe subatomique qui a un effet sur les particules et les ondes, un effet. C'est-à-dire, par exemple, un effet, c'est une vibration, c'est une résonance, c'est une fréquence. Ça, ce sont des effets, d'accord? Les vibrations, les fréquences, les résonances. La lumière, par exemple, c'est une vibration, c'est une fréquence. Nos pensées créent de la lumière, ils créent des fréquences dans nos corps. Nous avons de l'électricité, comme tu sais, dans le corps, de l'électromagnétisme aussi. Tout ça, ce sont des effets qui arrivent à partir de quelque chose qui précède notre incarnation, qui est cette information dans le monde quantique. Et cette information qui crée les résonances, les vibrations, les fréquences, en fait, c'est elle qui nous réunit à tous les organismes vivants sur cette Terre. C'est-à-dire qu'elle réagit à tout, depuis les herbes, depuis l'herbe, depuis les arbres, enfin, depuis les plantes, les minéraux, jusqu'aux animaux et en passant par le système nerveux central des gens autour de nous. Cette information, c'est elle qui nous unit à tout. Et ça, c'est très, très nouveau parce que, dit comme ça, on comprend que nous sommes des êtres vibratoires
et que nous avons un effet immédiat les uns sur les autres, que nous sommes des systèmes ouverts, donc qui avons des résonances, des vibrations, et que ce que nous sommes en train de nous dire, toi et moi, ne représente même pas 10% de ce qui se passe en réalité entre nous, je dirais au niveau subliminal, au niveau subtil, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, les êtres humains sont reliés, malgré eux, si j'ose dire, inconsciemment, par des vibrations, des fréquences, etc. Et donc, quand ils vont comprendre un jour que leur, toutes ces énergies, toutes ces fréquences ont des conséquences en fait sur leur corps. Là, on va vraiment pouvoir peut-être passer à un autre monde où les gens seront un peu plus tournés vers eux-mêmes, c'est-à-dire plus comprendront mieux qui ils sont à la base et pourquoi ils doivent faire attention à leurs pensées, à leurs paroles, à leurs actions, et non pas réagir comme c'est le cas aujourd'hui par émotivité réciproque, c'est-à-dire action-réaction immédiate, comme tu le vois, comme nous le voyons tous les jours partout, parce que ça crée des conséquences en fait en eux, sur leur matière, si j'ose dire, sur leurs énergies. Ça peut créer des maladies, on peut se tuer par des mots, comme on peut se sauver par des mots. Donc je veux dire, tu vois, c'est très important de prendre conscience que c'est cette information qui est à la base de tout. Et Erwin, pour ça, en expliquant parfaitement d'où elle vient, ce principe subatomique, euh, eh bien, il a permis à une grande partie de la science de basculer vers une nouvelle compréhension. Oui, il y a aussi Neil Donald Walsh à la fin qui parle. Neil Donald Walsh, c'est enfin, celui qui a écrit Conversation avec Dieu, qui se pense, il dit à mon sens, la question du but de l'existence est intimement liée à celle de l'identité. J'en suis venu à penser que quiconque cherche un sens à sa vie devrait chercher la réponse à cette interrogation. Voici donc une question pour vous, ceux qui nous écoutez. Qui êtes-vous? Et un peu plus loin, il répond, ma réponse est oui. J'ai fini par comprendre que ce qui compte réellement dans la vie n'est pas ce que je fais, mais ce que je suis. Ce n'est pas ce que je m'apprête à faire, mais ce que je suis prête à faire. Voilà. Quand Et tu c'est parles, dans l'instant présent, et que c'est dans l'instant présent, et c'est par le cœur. Parce que le cœur, en fait, transmet beaucoup plus d'informations au cerveau qu'il n'en reçoit de lui, et que ces informations-là, elles sont sous forme d'intuition, de télépathie, de pressentiment, ces informations-là, eh bien, on doit en tenir compte dans notre manière de réfléchir et de penser aujourd'hui, et ne pas se référer indéfiniment toujours au système de pensée qu'on nous a inculqué, qu'on nous a mis dans la tête. Et le jour où on va comprendre que c'est le cœur qui va gouverner le cerveau, mais je ne parle pas du cœur émotionnel, hein, je parle du cœur rationnel, c'est-à-dire les informations du cœur qui nous permettent d'avoir en temps réel des nouvelles informations pendant que nous nous parlons, en temps réel, un sentiment, des nouvelles sensations, des nouvelles intuitions, des nouvelles fulgurances. C'est ce jour-là que nous allons vraiment pouvoir renverser les choses, renverser le monde, c'est-à-dire créer un monde de collaboration, de participation, un monde où les gens vont enfin se comprendre, tu vois, à mi-mot, si j'ose dire. Ils n'auront pas besoin, ils n'auront presque peut-être plus besoin des mots. Ils auront besoin des présences, de leur fréquence réciproque. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un nouveau, ça va restructurer notre cerveau si nous pensons à partir du cœur. Mais c'est facile à dire, hein, parce que c'est tout un, comment dire, c'est tout un apprentissage à remettre au premier plan dans sa vie, hein. C'est pas une bagatelle. Il faut se dire, tous les jours, je travaille sur ce champ électromagnétique que je crée moi-même avec le cœur, avec les autres. Il faut savoir que quand on est plusieurs à avoir de l'empathie les uns pour les autres, on crée un seul champ électromagnétique. Déjà rien que ça, c'est tout à fait extraordinaire. Ça veut dire que le cœur a été créé pour que nous nous soyons en unisson les uns avec les autres. Tu comprends? Pas pour que nous nous battions les uns contre les autres. Ça, c'est le cerveau qui va séparer et nous faire croire que nous sommes différents les uns des autres. Bien sûr que nous sommes différents, mais nous avons le devoir, je dirais, nous avons l'instinct primaire, nous avons cette merveilleuse connexion directe avec le cœur qui nous place en contagion les uns avec les autres, en lien de pont les uns avec les autres. Tu vois? C'est, oui,
faut pas aller à contre-cœur. Il y a Michael Sandler qui parle de l'amour. Il dit l'amour est tout, l'amour est expansion et l'amour est le but et le sens de la vie. L'amour est la nature en perpétuelle expansion car c'est l'unique énergie qui, si elle se donne, reçoit plus en retour, reçoit plus. Évidemment, L'amour évidemment. ne s'épuise pas. Il n'existe pas de limite à l'amour qu'on peut éprouver ni à la quantité d'amour présente dans l'univers. L'amour est à la fois infini et en perpétuelle croissance. Et l'amour, il vient du cœur. Exactement. Donc c'est ça qui est, si tu veux, c'est ça qui est magnifique aujourd'hui, c'est de voir des chercheurs comme ce monsieur, qui parlent maintenant. Il y a de plus en plus de gens qui comprennent tout ça et qui s'activent pour que ça devienne la priorité sur le reste. Voilà. Et on construit petit à petit ce monde nouveau qui va déjà, qui va arriver, qui est déjà là et qui va basculer quand la masse critique aura lieu. C'est l'espoir d'Erwin. Il dit toujours qu'effectivement, il y aura un moment donné où il va y avoir une masse critique qui n'est pas une majorité. Hein. La masse critique, c'est un nombre inférieur, je dirais, aux masses, à la majorité. Et cette masse critique, quand elle sera atteinte, elle va faire basculer d'un coup tout ce monde actuel dans un nouveau paradigme, un paradigme différent où les gens vont commencer à comprendre qu'il faut collaborer ensemble, participer ensemble, qu'ils ont tous quelque chose d'important à donner en commençant par se redécouvrir eux-mêmes. Tu vois? Parce que c'est parce que tu t'aimes, tu commences à comprendre qui tu es, avec tes limites, tes vulnérabilités, tes souffrances, mais que tu les acceptes en tant que telles, que tu peux devenir aussi, que tu peux faire devenir cet instrument dans l'orchestre, dans la symphonie générale. Tu vois? Et Ouais. ça, c'est prodigieux, parce que ça rend très, très heureux déjà de savoir ça. C'est les fameux 4%. Ah, peut-être, alors il y a ceux qui disent que c'est 4%, je ne sais pas. Erwin, je ne sais pas si Erwin a donné un chiffre là-dessus, mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être les fameux 4%, j'en sais rien. Mais Alors, pour l'instant, il est en Italie, c'est ça? oui, il habite l'Italie, il habite la Toscane, à côté de Pise, dans un très, très bel endroit, euh, qui est un ancien prieuré, je crois, quelque chose qui a un rapport avec le... Mais oui, c'est ça, c'est un ancien prieuré. Et c'est merveilleux parce qu'il est en haut d'une colline. Et toi, tu devais... Bah oui. Et toi, tu Moi, je devais... suis allée plusieurs fois le voir et c'est toujours un moment merveilleux parce il est au contact direct de la nature. Et puis, il a son piano au sous-sol. Et tous les jours, il joue quand même il joue du piano. Donc, il n'oublie pas, tu vois, il a toujours ce lien entre la musique et ce qu'il fait. Et cette nature magnifique qui est autour de lui. Donc, il devait venir à Paris. Et tu devais être l'interprète, Oui, je pense, parce qu'il parle pas français, il parle italien, c'est si, ça? alors il parle toutes les langues, dont le français. Enfin, il parle énormément de langues, Erwin. Il parle le hongrois, l'allemand, l'anglais, le français, l'italien. Enfin, je pense qu'il doit parler aussi l'espagnol. C'est un multilinguiste né on peut tout à fait l'interviewer en français. D'ailleurs, c'était en français qu'on devait ensemble euh, se, se retrouver devant un public, à l'Agora notamment. Euh, et moi, je devais juste lui poser des questions, voilà, sur son livre. Justement, alors, quelle est la question importante que tu lui aurais posée? Eh ben, la question importante, c'est que, enfin, il me semble, mais au vu de ce que je sais, évidemment, euh, est-ce que pour chacun d'entre nous, le sens de la vie, voilà, est-ce que le sens de la vie crée un processus dynamique en nous? C'est-à-dire qu'en fait, chercher un sens à sa vie, crée une dynamique. Et lui, c'est cette quête de sens qui a été à l'origine de tous les développements qu'il raconte dans son livre, parce que c'est un processus dynamique. Le fait de chercher un sens vous met en action par rapport à vous-même, tu vois. Ça crée une dynamique à l'intérieur du corps. Et j'aurais évidemment posé en premier cette question euh, à quel moment tu as compris ça? À quel moment tu as commencé pour toi à chercher le sens de la vie? Bah, il parle d'une lueur d'espoir. Il dit que c'est dans le détail de notre vie que
les plus grandes avancées se font. Tout à fait. Voilà, c'est-à-dire que si on va pas de l'avant, on peut pas, c'est nos peurs qui nous empêchent Oui, nos doutes qui nous empêchent de faire ce qu'on a envie de faire, d'où le fait de revenir en enfance, parce qu'en enfance, on tombe 10 fois avant d'apprendre à marcher, mais on se relève tout le temps. Donc, voilà. C'est ça, c'est nos peurs, comme tu dis, et tout est fait pour nous maintenir dans la peur. Mais quand même, ce qui est beau, ce qu'il faut savoir, et on le sait, c'est que on peut parfaitement, en faisant un travail sur nous-mêmes, maîtriser ces pensées, c'est-à-dire accepter qu'elles produisent un effet sur notre système nerveux central ou pas. C'est-à-dire qu'on peut aussi considérer que toutes ces informations sont là, et on les considère comme des images que l'on regarde, que l'on voit, qui existent, qui sont là, mais elles n'ont pas l'obligation, elles ne vont pas obligatoirement toucher notre système émotionnel. On peut les garder à distance aussi. On peut apprendre à être un observateur avisé, tu vois, un observateur avisé de nous-mêmes et de trier les informations. Ça demande évidemment un travail sur soi, une compréhension de nos mécanismes. Ça demande à pouvoir identifier les mécanismes qui nous ont amenés à ces peurs. Mais une fois qu'on les a identifiés et qu'on les a acceptés comme faisant partie de nous, comme d'autres, enfin, comme on est trop petit, grand, comme on, on a ces parents-là, on est brun, blond, enfin, je veux dire, eh bien, on se, dans cette espèce de constat que nous sommes qui nous sommes, avec ses faiblesses et ses vulnérabilités, eh bien, c'est à partir de ce constat-là que l'on peut vraiment vivre qui l'on est, avec cette joie de participer à une création commune. Parce que nous ne sommes plus bloqués par ces limites, tu comprends? C'est toute la, c'est toute le travail qui nous est demandé aujourd'hui, c'est de pouvoir comprendre qui nous sommes. Donc ce sens de la vie, il vient à partir de la question qui suis-je et où vais-je. C'est cette question que tous les enfants devraient se poser. On devrait déjà d'ailleurs inscrire cette question dans le primaire, dans les écoles, même dans les, j'allais dire, même au niveau des tout petits enfants, dans les crèches pratiquement, c'est-à-dire les mettre au contact d'autres niveaux que ceux qu'ils voient, en leur faisant comprendre qu'il y a un cœur dedans à l'intérieur, que ce cœur rend heureux ou rend malheureux. Et heureusement, il y a maintenant un système éducatif qui tient compte de ça dans la petite enfance souvent, et on voit des livres qui développent les émotions des enfants, et ça c'est très important que ça soit aussi, que ça prolifère, tu vois ouais, aussi. faut On quand même, met en place un nouveau système d'éducation. oui, mais justement, il faut faire attention à ce nouveau système sur Ah certains ben points. voilà. Ben oui, Mais mais s'il est basé sur le cœur, il va forcément être oui, basé sur le basé sens sur de la le vie. cœur que sur le cul, hein, je le dis carrément. Mais voilà, je veux dire, je suis crue, mais moi, ça m'horripile. Mais donc, oui, comme dirait Roland Gori, c'est la fabrique du consentement. On n'est pas obligé de consentir à toutes ces informations qu'on reçoit. Et Voilà. une information avec IN-formation. Parce Oui, que parce que c'est l'anglais, to inform. Ça vient de l'anglais to inform qui crée la forme. C'est une expression employée par David Bohm, le physicien quantique, euh, qui veut dire mettre, ça veut dire mettre dans quelque chose, créer un effet sur, oui, to c'est-à-dire que inform, qui finalement, crée quelque chose sur la matière. Et David Bohm parlait de explicate order, implicate order, c'est-à-dire l'ordre expliqué et l'ordre implié. Tu vois, ce que l'on ne voit pas et ce que l'on voit. Donc, ce mot information est très, très important. Quand on l'emploie, il faut l'écrire avec un trait d'union, ouais. effectivement. Parce on est bourré d'informations aussi, hein. C'est ce principe subatomique dont je parlais à propos d'Erwin. Mais il y a aussi ces informations qu'on perçoit qui sont pas forcément dites, comme tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire toutes ces informations quand on rencontre quelqu'un qui sont pas, qui se voient qu'avec le cœur. Et quand on reçoit des informations, je parle des informations normales sans le trait d'union, posons-nous la question de savoir où ça résonne. Et puis voilà, on n'est pas obligé de consentir parce que ces fameux 4% qui devraient faire basculer l'avenir de notre planète, enfin l'avenir des humains, bah, ça passe par là aussi, hein. C'est Évidemment, faut refuser des choses, faut dire non. évidemment, évidemment.
C'est pas les refuser, c'est accepter sans qu'elles n'aient d'effet sur notre système nerveux central, c'est-à-dire sur nos émotions. Accepter que ces émotions, parce que on est vraiment dans un processus d'intégration aujourd'hui. On n'est pas dans un processus d'opposition. Il faut faire très attention parce que nous avons cette dualité qui est encore prédominante aujourd'hui. C'est soit tout, on est ou pour ou contre. On est complètement manichéen aujourd'hui, tu vois. Et je pense que le travail à faire, c'est un travail d'intégration et non pas de séparation. Plus nous allons comprendre que si la lumière existe, c'est parce qu'il y a l'obscurité qui est aussi une autre forme de lumière, que nous devons rentrer dans des nuances aujourd'hui, si tu veux, qui sont essentielles, des nuances dans toutes les formes de compréhension. Toutes les formes de compréhension doivent être nuancées. On ne peut plus être blanc et noir. Nous ne pouvons plus être dans la séparation. Nous devons essayer de tendre vers l'unité. Tendre. Et pour tendre vers l'unité, il faut comprendre l'intégration, c'est-à-dire nous sommes imprégnés par des informations négatives, positives, etc. Quoi qu'on en fasse, on ne va pas les ignorer, on ne va pas faire de sélection, parce que faire la sélection, ça veut dire continuer le dualisme, tu vois. En revanche, ne pas les laisser agir sur nous, ça c'est différent, et les intégrer comme faisant partie de toutes les différentes nuances du monde actuel sans vouloir comment dire qu'elles nous... on peut vivre en fait avec certaines informations positives qui nous sont positives pour nos vibrations à nous. On n'est pas effectivement obligé d'aller vers des gens qui sont très toxiques. Ça, c'est déjà un premier pas. Mais ça ne veut pas dire que nous devons les écarter obligatoirement. C'est-à-dire que tout existe et tout a le droit d'être à partir du moment où nous ne sommes pas dans un monde d'opposition, nous sommes dans un monde d'intégration. Je ne sais pas si tu vois enfin, si j'arrive à être claire, parce que je suis pas très. C'est vraiment accepter qu'il y ait malheureusement le mal, le bien, qu'il y ait. Mais parce que ça, je dirais, toujours existé, mais si ta fréquence à toi, si la masse critique a des fréquences qui va faire tomber, je dirais, ce monde, euh, elle aura créé des fréquences positives et lumineuses plus importantes que les autres, ça va basculer, c'est-à-dire que les fréquences lumineuses et positives vont emporter le reste, tu vois, parce qu'il s'agit d'augmenter les fréquences positives, augmenter ce qui est beau, augmenter ce qui est bien, augmenter les ponts entre les gens, augmenter ce qui nous unit et ne plus chercher ce qui nous désunit. Alors ça fait complètement idéaliste, hein, je sais bien aujourd'hui de dire ça fait complètement... Mais il n'empêche que c'est la tendance vers laquelle notamment Erwin réfléchit et nous demande d'agir. Et nous sommes au niveau individuel dans la responsabilité collective, individuelle et universelle. Nous sommes à l'heure de cette responsabilité universelle, tu vois. Oui. C'est-à-dire si nous ne faisons pas de travail sur nous, eh bien on continuera les guerres, les séparations. Euh, donc il y a un travail à faire sur nous qui précède, je dirais, ce bascule vers le nouveau monde. Mais de plus en plus de gens aujourd'hui le comprennent. Donc c'est ça qui est positif et beau. Et c'est en train d'arriver. Oui, cette phrase, je vais résumer, mais c'est peut-être pas la phrase exacte. Si tu ouvres une porte dans une pièce où il y a l'obscurité, c'est la lumière qui rentre, c'est pas l'obscurité qui sort. Oui, C'est tout à fait ça. Enfin, le livre s'appelle Une vie en quête de sens. C'est Mama Édition. Et ben, j'espère te retrouver très bientôt, Laurent Gourgaud, pour ton livre sur merci. l'enfance. Merci, oui, sur les enfants. Le livre pour les grands-parents, parents et enfants, en interaction. Ça s'appelle Les enfants de la lumière. Écoute, franchement, j'attends avec impatience ce livre. J'espère que je vais. Mais ils sont très lumineux, les enfants qui viennent de naître, hein. Ils ont, Oui, je sais pas comment était notre génération, mais on dit toujours ça, hein. Tout, oui, tout le monde dit ça, tout le monde dit que les enfants nouveaux sont toujours mieux que ceux d'avant. Donc c'est normal, c'est l'évolution, hein. voilà, comme tu dis. Mais c'est positif. Ça nous Ouais, laisse une belle lueur d'espoir. ouais. Merci à toi. Merci, Joël.